bienvenue encore une fois. Et je passe directement à la deuxième part de la session de cet après-midi. Nous avons chez nous Kadim Djihad Hassan. Il est né au sud de l'Irak, mais il réside en France et il est naturalisé français. Ensuite, il a la perspective comparée de l'identité. Il est professeur des universités de littérature arabe et comparée à l'INALCO, mais il est aussi poète, traducteur, critique littéraire. Entre les publications, ensuite, sont des diverses formes de traduction et poésie. Sans beaucoup de mots de ma part, je vous donne la parole. Merci bien. Bonjour. En effet, comme l'a dit notre collègue, j'enseigne à l'INALCO la littérature arabe classique et la traduction littéraire. Il y a quelques années, ça fait justement 5 ans, des collègues à moi, des grands traducteurs et des grands chercheurs en littérature, nous avons fondé un nouveau master, bien sûr après avoir vaincu pas mal de résistance de l'institution, un nouveau master d'analyse de littérature comparée. Dans ce colloque, je suis peut-être, sinon, le paria, du moins l'outsider, parce que d'habitude, je suis habitué à des travaux de littérature comparée et de traduction littéraire. Là, je me hasarde dans un sujet qui m'intéresse beaucoup, du point de vue personnel, privé, et aussi de par mon appartenance, n'est-ce pas, à l'Irak, pays martyrisé, comme vous le savez, par l'État prétendument islamique, ou le soi-disant État islamique. Quand je dis soi-disant, prétendument, ce n'est pas seulement pour défendre l'islam, je suis laïque, vous pouvez même dire que je suis athée, mais parce que ça n'a rien à voir avec l'islam, comme tout le monde le sait. Et la presse arabe maintenant, et on peut commencer par là, le sujet, aller au vif du sujet à partir de là, commence à résister linguistiquement. Et ça, c'est très intéressant pour les historiens de présent, à savoir, les journaux très sérieux ne parlent pas d'État islamique, parce que le surnom tel, d'abord, il s'appelait Daesh, maintenant État islamique, ils ont un peu étendu leur chemin, leur champ d'action, et personne ne parle donc d'État islamique, ils parlent d'État non islamique, ou d'État non prétendument islamique, pour dire que, justement pour distinguer, pour faire un distinguo qui est de rigueur. Donc, je vous parlais un peu à bâton rompu devant vous, c'est vraiment une pensée qui se fera devant vous, parce que je suis en train de faire un livre en 2 parties. Une première sur le terrorisme d'État tel qu'il est pratiqué par l'État d'Israël. Comme vous savez, ce terrible État que nous venons de traverser a été situé par 2 événements majeurs, à savoir l'excursion israélienne, comme d'habitude violente, à Gaza. Je le dis sans défendre le moi de monde, Hamas, mais pour défendre les Palestiniens, je n'hésiterai jamais. Et puis, le deuxième événement, c'est, si vous voulez, l'extension de la terreur pratiquée par l'État non islamique. Donc c'est ça. Et ici, faute de temps, je ne veux pas parler de terrorisme d'État d'Israël, je suppose que tout le monde connaît, mais seulement de la terreur soi-disant islamiste. Cette terreur est en train de secouer la culture arabe laïque à laquelle j'appartiens de comble enfant. Il y a une manière vraiment courageuse de la part des penseurs, historiens, écrivains et même journalistes arabes, une manière courageuse d'accompagner l'événement, de vouloir chercher les origines historiques possibles et les facteurs idéologiques internes et externes possibles de ce grave événement, à savoir le surgissement d'un terrorisme d'une ampleur à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, ils réfléchissent là-dessus. Ce qui distingue un peu la culture arabe, depuis les origines, dirais-je, ma collègue Catherine Mayer, à laquelle je dois, à elle et à Lequen et à M. Jarfaoui, d'être ici devant vous, le savent tous que depuis l'époque classique, les chercheurs arabes étaient déjà dans le comparatisme. C'est ça qui me relierait, si vous voulez, à votre colloque. Des gens comme Jahaz, comme Ibn al-Athir, comme Averroès, commentateur d'Aristote. Elle est de la culture grecque ou indienne à la culture arabe ou islamique, sans transition. Pour eux, c'était une seule culture. C'est pourquoi j'ai toujours ri, mais amèrement,
Quand un jour j'ai présenté à l'édition de Seuil un ouvrage qu'ils m'ont eux-mêmes d'ailleurs commandé pour la collection Point Sagesse, une anthologie des miracles des saints de l'islam, avec une étude de moi et qui a été refusée, l'étude pas la traduction, par un de leurs lecteurs qui est un grand professeur de Strasbourg et qui disait littéralement « Mais ce monsieur parle de mystique et musulman tout en citant Freud de Deleuze, quand il a voir hein? Il ne sait pas que le professeur qui m'a formé, à savoir Michel de Certeau, paix à son âme, dans son ouvrage magistral La fable mystique, ne fait pas autre chose qu'une lecture lacanienne approfondie de phénomènes mystiques et de la parole mystique. Donc, cette façon de compartimenter les savoirs, si vous voulez, n'existe pas chez les Arabes. Et on voit cela dans la manière dont les intellectuels arabes d'aujourd'hui appréhendent le phénomène de terrorisme soi-disant islamique. Il revient aux travaux majeurs de Jacques Derrida, au lendemain de 11 septembre. Il revient aux travaux de Michel Foucault sur le rôle de l'intellectuel. Il revient aux travaux de Habermas sur l'échec de ce qu'il appelait l'agir communicationnel. Ils essayent de reconnecter aussi avec la pensée arabo-musulmane ancienne concernant la terreur, parce que la terreur, ça a existé comme dans toutes les religions, donc ce n'est pas proprement islamique. Et ils essayent de voir un peu cette catastrophe, ce trou noir qui surgit soudainement, sans être vraiment un phénomène soudain ou inattendu. Pour revenir à Derrida, dans son ouvrage Le concept de 11 septembre, qui est d'ailleurs écrit avec Habermas, c'est un long entretien avec chacun des deux, fait par une philosophe italienne, Baradori, il dit qu'il refuse, même s'il reconnaît la gravité de l'événement du 11 septembre, il lui refuse le qualificatif d'événement. Parce que dans le sens philosophique, comme vous le savez tous, événement, ça veut dire quelque chose d'inattendu, d'imprévu, qui vous prend au dé pour vous. Or, ce n'est pas le cas pour lui de 11 septembre. D'abord parce qu'il y a beaucoup de films qui ont prophétisé en quelque sorte, qui ont prévu l'effondrement du tour, comme s'ils appelaient par une certaine débauche urbaine et politique leur propre effondrement. Et puis, parce que beaucoup d'opérations terroristes, certes moindres, mais de plus en plus multiples, et permettaient déjà de prévoir qu'il y aura quelque chose de l'ordre de cette catastrophe. Donc, catastrophe il y a eu, et crime il y a eu, mais est-ce un événement dans le sens d'inattendu imprévu pour lui que non? La même chose, on pourrait dire de ce qui se passe aujourd'hui en Irak ou en Syrie. Hein, les crimes perpétrés par l'État soi-disant islamique, permettez-moi par facilité de dire Daesh, c'est comme ça qu'on l'appelle en arabe. De la même manière, on peut dire que ce terrorisme n'est que le fruit d'une sédimentation. Hein, ce n'est pas quelque chose de véritablement nouveau. Donc les intellectuels arabes, historiens, philosophes et écrivains, cherchent, si vous voulez, les origines de cette terreur. Ils cherchent à étudier sa nature, ils cherchent à en contrôler les effets, ils révisent par la même occasion le fondement même de leur action et de leur rôle en tant qu'intellectuels. Ils parlent même d'un échec, parce que si culture il y a, comment cela peut-il advenir? Ils cherchent, si vous voulez, une manière d'inventer une autre conception, une autre façon de voir le politique et le rôle de l'intellectuel dans le politique. Donc là, je vous ai donné, si vous voulez, les fils, à partir desquels on peut appréhender le mouvement. Donc si je ne peux pas approfondir, faute de temps, ou si vous voulez, et vous laissez sur votre soif, vous restez sur votre soif, voilà les fils, si vous voulez, qui sont en train de traverser les débats. Et pour les effets, comme vous savez, ça devient, c'est pourquoi j'ai intitulé ma modeste intervention devant vous, globalisation de la terreur, et j'ai péché là par américanisme, parce que je préfère globalisation à mondialisation. Je ne sais pas si c'est une faiblesse, hein. J'ai un faible pour cela, c'est personnel pour moi. Globalisation, ça renvoie au globe, c'est quelque chose de global, de galopant, d'englobant, de terrifiant en cela même. Donc je préfère dire globalisation de la terreur, hein, comment résistent les intellectuels arabes. On voit l'effet donc d'un terrorisme qui devient mondial. Avant, on pouvait se permettre de parler avec un peu plus ou moins de sévérité que voilà des pauvres musulmans qui, en Afghanistan, dans les pays arabes, etc., n'arrivent pas à se réconcilier avec leur passé ni avec le monde et qui réagissent de façon amère par terrorisme. On voit que même des Européens sans origine musulmane sont en train de rejoindre le mouvement. Les Britanniques,
des Français, des Hollandais, des Japonais, des Tchétchènes. On les voit, c'est comme si vous voulez, une folie meurtrière, sans signification, qui prend comme signifiant vide le mot d'islam. Donc, si on étudie la nature de ces événements, ils sont en train donc d'englober le monde, une globalisation totale et définitive. On se demande quand cela va s'arrêter. Cela est en train, vous l'avez tous remarqué, si vous voulez, de s'insinuer dans nos vies quotidiennes. Vous n'avez qu'à voyager, partir à l'aéroport, on est tous fouillés. Chacun de nous devient un terroriste potentiel. Et alors, ça laisse bien sûr le champ libre à toutes sortes de discriminations faciès, surtout quand vous avez comme moi une gueule de métèque. Hein? Donc, chacun de nous devient objet A des fouilles électroniques ou autres. La question a été posée par des responsables politiques même. Et pourquoi ne pas avoir le droit de fouiller dans la vie privée puisqu'il s'agit de la sécurité de tous? Donc, il vous légitimez la censure pratiquée sur Internet. Et tout cela, donc, ça pose des questions terriblement neuves sur le rapport à la technoscience, sur le rapport à la vie privée, sur le rapport à l'autre, sur le droit de circulation des idées, des personnes et des biens. Tout cela, c'est à cause, justement, de ce terrorisme à visage nouveau, mais qui n'est pas vraiment nouveau. C'est juste une explosion d'un phénomène qui a toujours été là et qui a grandi peu à peu. Voilà, c'est pour les effets, si vous voulez, et pour la nature incontrôlable, qui fait douter encore avec Derrida, encore une fois avec Derrida, de la pertinence, de l'appellation du terrorisme appliqué à ce mouvement. Parce que terrorisme, tel que le rappellent les philosophes, et tel que les intellectuels arabes le reprennent aujourd'hui de sa bouche, c'est soit un terrorisme d'État, terror d'État comme ça a été borné en France, en France de la Révolution, soit un terrorisme de groupe qui essaye d'imposer ses exigences en passant par la terreur. Or, pour le terrorisme soi-disant musulman, il n'y a ni message, ni réclamation claire, ni livre. D'ailleurs, Hazem Sari, un professeur libanais, l'a dit, c'est la première fois qu'on voit un mouvement politique sans ouvrage qui en fasse l'apologie. Ils utilisent de façon d'ailleurs très efficace l'image, Internet, la glorification de la mort et de sang, en passant par l'image et par une maîtrise totale de la technologie. Mais il n'y a pas de message clair, il n'y a rien. Et moi, j'appliquerai à cela, non pas le mot terrorisme. Derrida pensait à un autre mot, mais il ne l'a pas dit. On était au début, après le 11 septembre. Moi, je pense que le concept qui s'appliquerait le plus, c'est celui d'Elias Canetti, dans son ouvrage magistral que vous connaissez tous, Masse et puissance. Il parle du meute. C'est des meutes, dans le sens de meutes de chasse, qui se réunissent, et dont le seul souci, c'est d'imposer, un, la terreur, et deux, grandir leur nombre, trois, s'allier contre le réfractaire, l'exogène, le déférent, quelle que soit sa nature. Donc c'est une meute, et plutôt qu'un groupe. Voilà pour la nature, si vous voulez. Les questions sont encore, si vous voulez, en train de se balloter. Et puis, la question, si vous voulez, des origines et des responsabilités. D'abord, il y a eu, comme dans toutes les religions monothéistes, de la terreur en islam. Mais ce n'est pas dans l'islam lui-même, si vous voulez, qu'il faudrait les chercher. Moi, là, je suis contre un certain orientalisme parmi nos collègues qui pensent que l'islam est une religion guerrière. C'est un peu court parce que la religion, comme vous le savez tous, vous le saurez mieux que moi, vous êtes dans les sciences humaines, la religion est un phénomène très complexe qu'il faut prendre dans sa totalité. Il y a les textes, mais il y a aussi l'expérience historique, l'accumulation des faits historiques avérés. Je respecte beaucoup le judaïsme, et fait par ailleurs source de l'islam, une des sources de l'islam, le christianisme, mais quand vous ouvrez l'Ancien Testament, ce n'est qu'un cadastre de territoires disputés, et ce n'est qu'une suite de descriptions de faits de guerre. D'ailleurs, le Dieu lui-même des Hébreux s'appelait Dieu des armées. Le christianisme auquel, par alliance familiale, je suis le plus proche, est une religion d'amour, en effet, mais quand on pense à l'expérience historique, à l'Inquisition, à l'invasion meurtrière de la civilisation des Peaux-Rouges, aux croisades, on voit que le texte diverge avec le fait.
L'islam, idem. Il y a des guerres, mais ce n'est pas dans les guerres d'islam lui-même, dans le début de la prophétie, si vous voulez, que vous les cherchez, à mon avis, mais dans les courants extrémistes de l'islam, tels que les Kharijites, qui déjà au premier siècle de l'islam ont perpétré une guerre civile, chez ce qu'on appelle les assassins en français, les assassins, qui viennent de mot hashish, n'est-ce pas, pas d'assassinat, qui ont pratiqué l'assassinat sur base de hashish, et qui ont emblématisé, vous le connaissez tous, la forteresse de Alamout, en Iran, et qui pratiquaient l'enlèvement des enfants, l'endoctrinement des enfants pour les assassinats politiques contre les Fatimides, qui propageait déjà la détestation du luxe qu'on voit aujourd'hui même à la base de la doctrine wahhabite qui règne en Arabie Saoudite. Donc les origines sont là dans les courants extrémistes de l'islam. Et puis, dans une réalité historique qu'on pourrait appréhender sans être sous les taxés de victimologie. Chaque fois que les Arabes se plaignent de l'expérience historique la plus récente, colonialisme, présence ottomane, Oulago et le reste, on dit ah, c'est une logique victimaire, hein, vous n'agissez pas, mais la réalité est là. Et l'intervention américaine, en Irak et ailleurs, la façon dont les Américains sont intervenus, et une façon de corriger les gens, d'agir en donneur de leçons, et puis de les abandonner à leur sort, ça aussi, ça nourrit l'amertume. Et je peux le prouver en tant qu'Irakien qui a bien suivi les événements et les échos de passé les plus récents. Les prisons américaines à Bagdad, à Abu Ghraib par exemple, Guantanamo et les autres, ce sont des fabriques de terrorisme. Abu Bakr al-Baghdadi lui-même, qui se proclame major de calife, n'est qu'un produit de la prison d'Abu Ghraib à Bagdad. Donc il faut penser aussi à la manière dont les Européens interviennent. Là, je ne serai pas longuement là-dessus. Tout le monde en est conscient, mais il ne faut pas penser que la responsabilité de surgissement du terrorisme est un fait purement oriental. Hein, purement oriental. Le passé colonial, nous sommes dans une culture post-coloniale. Le passé colonial est interrogé et le nouveau colonialisme l'est aussi. Là, j'évite ce sujet pour ne pas tomber dans des redondances et dans une approche prosaïque d'une réalité connue de tous. Il reste maintenant la responsabilité de la culture. Pour la description de la nature du terrorisme, j'enverrai une dernière fois à Jacques Derrida, que j'aime beaucoup, qui a été très combattu dans l'université française, malheureusement. On pense que sa philosophie est obscure. Moi qui l'ai traduit, je vois qu'il est très limpide pour peu qu'on se paye le prix de le pratiquer un peu longuement. Avoir la patience, n'est-ce pas, de la recherche. Qu'est-ce qu'un chercheur qui ne patiente pas face au texte? Donc Derrida voit dans le phénomène du terrorisme, au lendemain de 11 septembre, et on le voit aujourd'hui plus nettement, une sorte, si vous voulez, de perversion auto-immunitaire. C'est le concept qu'il a inventé pour dire qu'on a l'immunité naturelle qui nous permet de résister à des corps étrangers qui viennent parasiter le nôtre, mais le processus auto-immunitaire, c'est quand un corps s'immunise contre sa propre immunité. Donc, quand il détruit sa propre résistance, quand il détruit sa propre protection. C'est un phénomène suicidaire, hein, qu'on peut appliquer à un mouvement, si vous voulez, terroriste du pseudo-islam, qui n'est pas seulement, si vous voulez, réductible à ces mouvements eux-mêmes qui pratiquent la violence, mais on peut en trouver la trace dans pas mal de presse, pas mal de moyens de mass média, pas mal même d'ouvrages idéologiques, même si le mouvement lui-même n'a pas d'ouvrage. Beaucoup de chercheurs se sont intéressés à ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de la culture arabe ou la crise de la culture musulmane, tels que Abdallah al-Aroui, Hicham Jaïd et le regretté Samir Qassir, un penseur syro-palestino-libanais, il était de 3 pays, qui a été assassiné il y a une dizaine d'années par les Syriens à Beyrouth. Considération sur le malheur arabe, et il parle justement, si vous voulez, et on se demande, c'est comme quelqu'un qui a attrapé une maladie, il dit, en quoi ai-je péché? En quoi je n'ai pas été suffisamment vigilant pour attraper cette maladie? Donc tous se posent la question, d'où vient la crise? D'où vient la crise? On pourra en faire la synthèse, mais le temps, il manque.
pour le débat actuel, on se rend compte d'abord qu'il y a eu des révolutions. Je vais terminer vite là-dessus. Il y a des révolutions, ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui ont abouti à des mouvements obscurantistes en Égypte, en Libye, et qui ont failli englober aussi la Tunisie, qui heureusement maintenant vient de repousser un gouvernement islamique. Et on se rend compte que les peuples font des révolutions, mais ils sont inaptes à gouverner. D'ailleurs, le philosophe français Alain Badiou l'a très bien rappelé dans sa conférence sur le printemps arabe à l'Institut du monde arabe, à Lima. Il a dit, mais depuis quand les peuples ont gouverné? Pourquoi demande-t-on aux peuples de gouverner? Il suffit qu'ils expriment leur colère. C'est à une élite politique de gouverner, c'est à une élite avertie en droit, en institution, en justice, en culture, en éducation, en pédagogie, de gouverner. Le fait est que chez les pays arabes, il n'y a pas une telle élite. Donc on ne peut pas mettre en cause le bien fondé des révolutions de printemps arabe, mais le fait est que on finit avec la dictature, de type Saddam Hussein, Zayn al-Abidine Ben Ali, Muammar Kadhafi, mais on n'a pas d'alternative. Donc à quoi bon faire des révolutions sans perception de la démocratie? C'est ça la question que se pose l'intelligence arabe. Il faut une longue et patiente préparation à la véritable démocratie, qui elle-même, même en Occident, devrait se mettre en cause et élargir un peu son horizon jusqu'à recevoir, si vous voulez, une véritable conception de l'altérité, de l'hospitalité, de l'échange, un échange basé sur, si vous voulez, un compromis réel plutôt qu'une manière d'agir en donneur de leçons. Il se demande donc sur les possibilités aussi de la séparation entre la religion et l'État, donc comment imposer une culture laïque sur laquelle il s'avère maintenant impossible d'avoir une vie réelle. Il y a enfin l'interrogation sur la nature des concepts qu'on emprunte. J'ai dit que l'intellectuel arabe a toujours été dans l'universel. Ma génération a grandi en lisant la pensée arabe classique, mais aussi en essayant d'assimiler les leçons d'un Gilles Deleuze, d'un Pierre Bourdieu, d'un Michel Foucault, d'un Jacques Derrida. On se demande maintenant, avec des termes derridéens, madame en a parlé tout à l'heure, quand elle a fait la critique de la pensée transitaire, on se demande, ces concepts sont très bien faits et valables en Occident. Dans quelle mesure on pourra les appliquer sur la société orientale? C'est-à-dire, c'est ce que Derrida appelle l'intraduisible politique. C'est quoi l'intraduisible politique? C'est quand le fait politique résiste au concept, quand il vous oblige à le voir autrement et à changer de conceptualisation. Et c'est aussi l'intraduisibilité dans le sens de la résistance des langues, qui a été toujours contaminé par le religieux, et qui a du mal, lui aussi, à se matérialiser, à se laïciser, à s'ouvrir à une pratique autre que religieuse. Voilà, je termine là-dessus. C'est juste vraiment une évocation des questions plutôt qu'un traitement synthétique de débat arabe actuel au lendemain de ce terrorisme hors norme et dont on continue encore à déchiffrer les effets et la nature. Je vous remercie.